Bonjour, il est midi à l'écoute de la radio de toute l'actualité. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Boubacar Dian. La une de l'actualité, la capture d'un mercenaire sénégalais par l'armée ukrainienne. Malik Diop combattait aux côtés des soldats russes. Ses anciens camarades de l'université Alioune Diop de Bambey lancent un appel pressant à l'État du Sénégal pour son rapatriement. Manquement dans la gestion des fonds force Covid-19, la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop enclenchée ce matin. La commission des lois était en réunion pour l'installation de la commission ad hoc. Et puis, ce 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Sénégal est dans une phase pré-élimination avec 21 cas pour 1000. Dans notre rubrique Point de vue, nous ferons le point de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Les actualités internationales à suivre avec Georges Déthié Diop, les sports Cheikh Tidiane Diagne. La presse du jour, ce sera l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Abdulkader Kaderlo assure la mise en onde. Boubacar Dian. L'information est devenue virale. L'armée ukrainienne a déclaré avoir capturé un mercenaire sénégalais qui combattait aux côtés de l'armée russe. Malik Diop, de son vrai nom, fait partie de la 8e promo d'ingénierie juridique de l'université Alioune Diop de Bambey. Ses anciens camarades lancent l'alerte et demandent aux autorités sénégalaises de faire le nécessaire pour son rapatriement. Koumba Sandiane Faye. Dans une vidéo, des militaires de l'armée ukrainienne parlent d'un jeune homme qu'ils font parler aussi. Ils l'ont capturé, le jeune homme de teint noir dit être originaire du Sénégal. Des propos que confirment ses anciens camarades qui disent l'avoir bien reconnu. Le jeune combattant capturé s'appelle Malik Diop. Il est sorti de la 8e promo d'ingénierie juridique à l'université Alioune Diop de Bambey. Astou Ndiaye est étudiante en licence 3 en ingénierie juridique dans cette université. Et moi aussi, j'avais des contacts avec lui. On se parlait lorsque j'étais encore nouvelle bachelière. Il faisait partie de ceux qui m'ont intégré. En plus, il n'est pas le seul, il est parti avec un autre, donc je me suis dit qu'il a juste suivi l'occasion pour y aller. Il disait qu'il y avait des problèmes d'argent et qu'il ne voulait plus rester là-bas. Un autre avec qui l'étudiant Malik Diop a cheminé dans l'amicale des étudiants ressortissants de Koungheul. Moustapha Thiam est ancien président de cette amicale. Lorsque j'étais le président de l'amicale des étudiants ressortissants de la région de Kaffrine à Bambey, il fut même l'adjoint président de la commission pédagogique à l'époque de l'amicale des étudiants de la région de Kaffrine à Bambey. Il y a de cela 2 ans, il était parti en Russie pour faire des études. La jeune étudiante Astou demande l'intervention des autorités sénégalaises pour la sécurité de l'étudiant Malik Diop et son rapatriement dans les meilleurs délais au pays. Je sollicite l'aide de l'État, l'aide du consulat de l'Ukraine à Dakar, voilà, l'aide de tout le monde afin qu'il soit bien reconnu sénégalais parce qu'il est un Sénégalais. Un Sénégalais, un ancien étudiant de l'université Alioune Diop de Bambey et un habitant de Koungheul. Jusque-là, les ex-camarades de l'étudiant Malik Diop n'arrivent pas à entrer en contact avec sa famille. L'étudiant combattant capturé serait de Salé Escale, dans les départements de Koungheul. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La commission des lois de la décentralisation et du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale était en réunion depuis ce matin à 11h. À l'ordre du jour, la mise en place de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop. Selon nos confrères de l'agence de presse sénégalaise, la plénière devrait normalement se tenir le 2 mai prochain. Moustapha Diop et Salimata Diop font partie des 5 ministres de l'ancien régime de Macky Sall dont la mise en accusation devant la Haute Cour de justice a été requise par le ministre de la Justice à travers le parquet général. Cela fait suite au manquement noté dans la gestion des fonds force Covid-19. Litige foncier à Keur Ndioba, c'est dans le département de Tivavone. Des propriétaires terriens réclament leurs 34 hectares de terre. Cet espace était prévu pour un recasement, mais le projet est tombé à l'eau. Les ayants droit ont même tenu un sit-in à Keur Ndioba pour se faire entendre et exiger en même temps des autorités l'audit du foncier à Tivavone.
Cheikh Anta Diop. Kër Ndiob extension à Tivaouane, cette zone devrait servir de site de recasement pour les maisons qui ceinturent la nouvelle grande mosquée de Tivaouane. Mais depuis 2011, le projet a capoté. Les propriétaires de terrain qui avaient décidé de céder les parcelles qui font un total de 37 hectares réclament leur terre. Babacar Niang, leur porte-parole. Mais on a vu ici, au bord de Kendiobo, tous les hommes ont acheté ces maisons. On a acheté 700 000, 800 000. On a programmé 35 hectares. Mais quand est-ce que les géomètres sont venus ici, ils ont pris 37 hectares. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'on vous remette les terres? Nos terres et nos champs et nos dédommagements. Parce que pendant tout ce temps, on nous a hypothéqués ici. Remboursement des terrains plus un dédommagement. C'est ça ce qui est normal. C'est ça le du bonti. Ces protestataires demandent aux autorités de réparer cette injustice. Droit aux fondations, droit à la vie. Je veux que le gouvernement du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, c'est ça que nous voulons, une aide de l'audit pour le FDV, Fondation Droit à la vie de Tivaouane. Ces pères de famille opprimés disent ne plus savoir sur quel pied danser. Ils attendent avec impatience que la situation se décante. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, parlons à présent de la marche du collectif pour la sauvegarde de Bambilor. Une marche autorisée par le préfet. Elle est prévue cet après-midi. Le collectif s'oppose à l'implantation du centre intégré de valorisation des déchets dans leur localité. Abdou Kane, le coordinateur, s'est exprimé au micro de Georges de Diop. Le collectif Citoyenneté pour la sauvegarde de Bambilor et ses environs informe l'opinion publique qu'il a obtenu l'autorisation d'organiser une marche pacifique vendredi le 25 avril 2025 pour exprimer son refus catégorique de l'implantation du centre intégré de valorisation des déchets à Bambilor dans une zone agricole en pleine expansion, à moins d'1 kilomètre des habitants. Cette marche se déroula de 16h à 18h. Avec un itinéraire allant de l'entrée Mbut à la sortie de Mbut de Bambilor. Le collectif dénonce avec fermeté ce projet qui constitue une menace directe pour la santé publique, l'environnement et la vocation agricole de la zone. Nous refusons que Bambilor devienne une zone sacrifiée alors qu'elle incarne l'avenir agricole, écologique et humain de la grande banlieue dakaroise. Nous appelons les populations, les leaders communautaires, les organisations de la société civile et les citoyens engagés à joindre massivement à cette marche pacifique pour dire non à la décharge, oui à un Bambilor sain, agricole et durable. Le collectif reste mobilisé et déterminé. La pêche artisanale souffre, pour ne pas dire qu'elle agonise. C'est le point de vue des acteurs du secteur. Un atelier national pour une pêche durable s'est même tenu dans la petite côte Mbour. Au terme de cette rencontre, les pêcheurs se sont engagés aux côtés des experts pour identifier les problèmes et trouver des solutions. Une correspondance d'Ndeye Mati Dieng. Au Sénégal, la pêche traverse une mauvaise passe. Les difficultés sont nombreuses, aboutissant à une rareté des produits halieutiques. Diaba Diop, présidente du réseau des femmes de la pêche artisanale. Comment arriver à une gestion durable des pêches au Sénégal? C'est ce qui réunit ces acteurs du secteur. Préserver la ressource fait partie des solutions. Mamadou Goudjabi, directeur de cabinet du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. L'urgence aujourd'hui, dans ce contexte précis où nous sommes, c'est sauver d'abord la ressource. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous réunir. Nous devons tous développer des synergies d'action pour aller vers la restauration des stocks potentiels qui existent déjà dans le milieu. Pour relever ce défi et trouver des solutions durables, les pêcheurs peuvent compter sur l'accompagnement de Socodevi avec la mise en œuvre du projet naturel. Frédéric Thomas, directrice pays pour Socodevi ici au Sénégal. Naturel est pour la protection et la conservation des écosystèmes à mangrove dans 10 aires marines protégées et APA qui sont les aires et patrimoines autochtones communautaires. Et donc dans le cadre de ce projet, après beaucoup de rencontres avec les communautés, beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis sont ressortis et nous avons pensé que c'était très important de tenir un atelier où toutes les parties prenantes sont conviées. Nombreux sont les pêcheurs qui ont pris part à cette rencontre. Les discussions ont porté sur la rareté de la ressource maritime. Tous se disent optimistes et espèrent des solutions définitives. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance passe de 243 milliards de francs CFA en 2022 à près de 290 milliards en 2024.
Le Sénégal fait un bond en avant et occupe désormais la 3e place au niveau africain, mais toujours est-il que certains Sénégalais restent réticents au système des assurances. Papa Amadou Diagne est le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Il s'exprime au micro de Ndeye Mati Dieng. Aujourd'hui, c'est le secteur des assurances qui nous réunit. Il y a des chiffres, il y a une progression quand même du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance qui est passé de 243 milliards en 2022 à 274 milliards en 2023. Il se situe actuellement à 290 milliards environ en 2024. Donc une progression effectivement de pratiquement 10% ces dernières années. Cependant, on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que le taux de pénétration avoisine les 1,46, 1,47%. Donc il y a beaucoup à faire parce que le taux de pénétration en Afrique est de 3% et au niveau mondial il est de 8%. Effectivement, cette situation concerne le Sénégal. La Côte d'Ivoire est pour l'instant devant nous, mais le Sénégal est passé de la 4e place à la 3e place en Afrique côté chiffre d'affaires. On peut dire que le Sénégal est maintenant 2e dans la zone UEMOA. Donc il y a eu des progrès, mais encore une fois, on peut mieux faire. Il faut que les populations comprennent l'importance de l'assurance, comment l'assurance peut les protéger. Heureusement, les hautes autorités du pays ont beaucoup insisté pour que l'assurance soit plus prise en compte. Là, on a un secteur qui apporte beaucoup, surtout en termes de capitalisation, en termes d'épargne. Donc, il y a aussi les compagnies d'assurance qui peuvent faire encore des efforts concernant le règlement des sinistres, les délais de règlement des sinistres, etc. Donc, tout ça, c'est dans le rapport qu'on va partager avec les spécialistes du secteur. À l'instant, donc, Papa Amadou Diagne, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui était au micro de Ndeye Mati Dieng. 12h passées de 11 minutes à Saliglas, dans la commune de Saly-Portudal. La suite du journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Ce 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Sénégal a connu des avancées dans ce domaine. Il est classé dans le groupe des pays qui sont dans la phase pré-élimination. Les chiffres affichent actuellement 21 cas pour 1000. C'est selon le docteur Elhadj Doucouré, spécialiste en santé publique et au programme national de lutte contre le paludisme. Nous l'écoutons, il est joint par téléphone par Awambaye. Si nous remontons un peu vers les années, depuis les années 2000, comparé à la situation actuelle, le Sénégal a réussi aujourd'hui à se positionner comme étant l'un des rares pays d'Afrique à être classé en situation de pré-élimination, donc compte tenu du nombre de cas qu'on enregistre chaque année par rapport à la population nationale. Prenons les données de l'année écoulée, de 2024. Le PNLP actuellement est en phase de consolider les résultats pour pouvoir publier les données officielles définitives, mais provisoirement et avec des tendances très lourdes. On peut dire que le Sénégal aujourd'hui enregistre à peu près 21 cas pour 1000 habitants à l'échelle du pays. Donc c'est-à-dire que pour 1000 habitants du Sénégal, 21 font un épisode de paludisme durant l'année. Alors c'est un chiffre qui est très bas parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'OMS a établi une stratification qui permet de classer les pays en fonction de leur niveau de transmission. Et dans cette stratification de l'OMS, le seuil de très faible transmission est fixé à 100 cas pour 1000 habitants. Alors vous imaginez, quand le pays est à 21 cas pour 1000, on est très très loin même du seuil minimum que l'OMS s'est fixé. Alors les perspectives aujourd'hui, c'est aller résolument vers l'élimination effective de la maladie à l'échelle du pays. Si nous mobilisons toutes les ressources nécessaires, on peut valablement être au rendez-vous de l'élimination en 2030. Et selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à la fin de l'année 2023, l'incidence du paludisme au Sénégal avait diminué de 32% par rapport à 2015 et le taux de mortalité avait baissé de 62% sur la même période. Le renforcement des soins de proximité et l'élargissement de l'accès aux services de santé ont contribué, toujours selon le ministère, à améliorer la gestion des cas ainsi que la surveillance. C'est ce que nous apprend le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À Fatick, environ 350 millions de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation d'une station de l'eau de vidange entre les communes de Foundiougne, Soum et Mbam. Les études ont été déjà bouclées et les résultats présentés devant le directeur général de l'ONAS.
Aminata Goudiaby. Le nombre d'habitants s'accroît dans les communes de Foundiougne, Mbam et Soum. Le besoin en infrastructure d'assainissement se fait sentir de plus en plus. Les résultats d'une étude pour l'installation d'une station de bout de vidange ont été restitués et le site pour abriter l'ouvrage déjà trouvé. Sénidien, directeur général de l'Office national de l'assainissement. C'est des villes qui se trouvent confrontées à des défis environnementaux, mais aussi des défis sanitaires qui posent un problème d'assainissement de la ville. C'était urgent quand même que les communes soient unies pour avoir les moyens de réaliser des projets structurants. Ils ont acquis un financement pour la réalisation d'une station de bout de vidange. La station de bout de vidange va être réalisée dans le cadre de l'entente intercommunale créée en 2022. Elle concerne les communes de Mbam, Foundiougne et de Soum. Babou Diakham, maire de Soum, est le président de l'entente intercommunale. Il ne faut pas avoir la santé s'il n'y a pas d'assainissement. Et je pense qu'il vaut mieux anticiper et régler le problème de l'assainissement pour les jeunes communes. L'association de coopération entre acteurs de développement ACAD basée en France est partenaire de ces communes dans la réalisation de la station. Elle va régler une bonne partie des problèmes d'assainissement dans ces localités de la région de Fatick. Un financement d'environ 350 millions de francs CFA est prévu. À la fois les collectivités ici et nous-mêmes en France, nous apportions une partie du financement. Mais l'essentiel des financements vont venir de l'agence de l'eau à Dour-Garonne grâce à un dispositif qu'on appelle la FICOL de l'agence française du développement. La mairie de Salles, membre de l'association de coopération entre acteurs de développement, a réalisé dans la zone des latrines pour des ménages. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, et vous le savez, nous sommes à un mois pile de la fin, la date butoir donc du délai pour l'immatriculation des motos 2 roues. Plusieurs facteurs bloquants ont été relevés par l'Union nationale des associations de mototaxis du Sénégal, et ce même malgré la dérogation de 2 mois accordée aux détenteurs de véhicules 2 roues. L'Union nationale des mototaxis du Sénégal parle aussi de lenteur pour ce qui est des plaques d'immatriculation et invite la tutelle à s'engager davantage pour la délivrance des documents dont les acteurs ont besoin. Nous écoutons à ce propos le président Ansoumana Badji. Il est joint par téléphone par Nafissatou Silla. Jusqu'à présent, nous voyons que les problèmes sont récurrents. Les problèmes liés au papier. D'abord, plusieurs motos ne seront pas immatriculées. C'est le constat que je vais faire ici d'abord à Ziguinchor. Nous avons aussi des signalements au niveau de Dara Djolof, au niveau de Diourbel, au niveau de Kaolack, où vraiment il y a énormément de problèmes de papier. Donc les gens ne peuvent pas retrouver soit l'original, le papier original, ou bien la photocopie de l'importateur. C'est le problème que nous vivons présentement. Il nous reste encore 1 mois. Nous voyons que depuis janvier, on ne voit pas vraiment, pratiquement les plaques d'immatriculation, les cartes grises, qui devraient normalement, d'après le nombre qu'on nous a donné, 88 000, si vous allez dans les rues, on ne voit pas de plaques d'immatriculation. Les jeunes n'ont pas encore reçu leur plaque. Ça, c'est un autre problème. Nous demandons solennellement à notre ministre de tutelle. Certes, les réformes vont à la modernisation du secteur des 2 roues. On l'accepte. On aimerait qu'il fasse les bouchées doubles pour que les jeunes puissent au moins recevoir leur plaque et leur carte grise. Jusqu'à présent, je dirais que 5% ont reçu. Plusieurs jeunes ont déposé leur dossier, mais n'ont pas encore la possibilité d'avoir les 28 000 pour aller payer pour recevoir leur plaque d'immatriculation. C'est l'autre difficulté qu'on est en train de voir observer, d'après le rapport que j'ai reçu au niveau de toutes les autres régions qui sont affiliées au niveau de l'Union nationale. Il faut d'abord une large concertation, il faut encore prendre un peu de recul. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui ne devrait pas prendre de recul pour mieux aborder les problèmes. Parce que s'il y a un facteur bloquant et que malgré que la programmation est là, on ne parvient pas à trouver la bonne démarche, à trouver la bonne solution, il faut convoquer les vrais acteurs autour d'une table et essayer de discuter point par point, cas par cas, pour une fois normaliser le secteur. À Tambacounda, 500 casques et autant de gilets ont été remis aux conducteurs de mototaxi. C'est à l'issue d'une formation en secourisme dans le cadre de la sécurité et de la prévention routière. À travers ces actions, le directeur général de l'aménagement du territoire dit vouloir lutter contre les accidents, surtout en cette période du Dakar de Médina Gounass. Tidiane Sidibé s'est exprimé au micro de Pape Ousseynou Diallo. Cette organisation d'aujourd'hui me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que l'année dernière, nous avons vécu à la même période, c'est-à-dire à la période du Dakar, beaucoup d'accidents. Et malheureusement, ces accidents qui ont eu lieu l'année dernière à cette époque ont conduit à des morts, souvent très tragiques. Parce que dans
Dans une même famille, on a retrouvé 2 frères décédés le même jour parce qu'ils n'avaient pas porté de casque. Et ils revenaient du Dakar. Je me suis dit cette année, avant que le Dakar ne commence, je puisse apporter mon soutien aux Jakartaman. Je voulais accompagner la décision de l'État à formaliser les conducteurs de moto dans le cadre de la régularisation de leur dossier. Mais on m'a conseillé en disant que ça peut apporter plus de division et de traduire ça en matériel de sauvegarde. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec eux. Les conducteurs de Jakarta ont prouvé vraiment qu'ils étaient disposés. Et en une semaine, nous avons pu former 224 conducteurs de moto Jakarta. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits. Et ce matériel et cette formation, je crois qu'avec les Jakartamans, on fera d'autres activités, on fera d'autres actions pour leur permettre de mieux asseoir leur travail parce que c'est devenu une activité incontournable. Nous avons pu offrir modestement 500 casques, 500 gilets pour un coût global de 7 750 000. Nous les appelons à être plus prudents parce qu'eux-mêmes commencent à avoir une conscience de leur métier. Parce qu'aujourd'hui, ils savent la responsabilité qui pèse sur eux. On leur demande d'être plus attentifs, d'être plus respectueux du code de la route parce qu'ils dépassent n'importe comment. On demande au président vraiment de continuer à sensibiliser les jeunes dans leur comportement sur les motos. Et avant de boucler la première partie de ce journal, parlons du dialogue sur le système politique. Le Parti socialiste partant, tout de même, les socialistes soulignent qu'il faut au préalable un climat de confiance. Décision prise hier à l'issue de la réunion du secrétariat exécutif national. Le PS demande par ailleurs la baisse du prix de l'électricité et du carburant. Nous écoutons son porte-parole Abdoulaye Wilane. Il est avec Georges Déthié-Diop. Le cours mondial du pétrole, du baril du pétrole a baissé de manière considérable. Il n'est pas question que dans la situation actuelle, on continue à maintenir le prix si ce n'est mais vraiment quelque chose d'immoral, d'inacceptable. Sur les chefs d'entreprise arrêtés, le Parti socialiste demandons à ce qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais sans préjudice à l'état de droit. En ce qui concerne le dialogue, le Parti socialiste a toujours considéré depuis Senghor, Abdou Diouf, Tanor, que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. D'ailleurs, on dialogue dans nos maisons. C'est ce qui nous a permis, depuis qu'on a été à l'opposition en 2000, de créer le CPC, CPA, Front Civil Sénégal, Benno Civil Sénégal, Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, c'est le dialogue entre partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui a créé la mise en place du FDR. Alors, si le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, dont il faut pas l'oublier, leur famille politique a dialogué, que ce soit reconnu ou pas, en cachette ou en catimini, avec Macky Sall, même à quelques jours de la présidentielle. Alors si aujourd'hui le président de l'Afrique, premier responsable élu au Sénégal, en appelle au dialogue, nous, par socialistes, par culture, par héritage, par responsabilité, par ligne politique, nous ne pouvons pas ne pas être favorables. Toutefois, nous pensons qu'il faut installer un climat de confiance, un climat propice, et même pourquoi pas trouver des facilitateurs qui d'abord diffèrent de M. Gueye. Il faut impliquer les médiateurs sociaux, le patronat, le syndicat et le patronat syndical. Nous allons donc nous prendre notre responsabilité en indiquant sur quoi, sur le principe, nous sommes favorables au dialogue. Bien entendu, il peut y avoir des questions de préalable, des questions préjudicielles, des questions de format, de timing, de chronogramme et même de ce à quoi on va aboutir. RFM. L'actualité internationale. À 12h passées de 22 minutes, nous accueillons Anna Rocha pour les actualités internationales. Bonjour Anna. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. D'abord en Côte d'Ivoire, le PDCI RDA a peiné à mobiliser ses troupes hier au plateau d'Abidjan. La marche qui s'est tenue de la permanence du parti dans le quartier des affaires du plateau jusqu'au tribunal n'a rassemblé que quelques 200 militants. Ils ont ensuite été dispersés. Plusieurs rues autour de la permanence du PDCI dans le quartier des affaires avaient été bouclées également en début de matinée avec un important dispositif sécuritaire. Gobia Yabi à Abidjan. C'est un PDCI uni dans la douleur qui s'est retrouvé jeudi au plateau devant le palais de justice pour, a-t-il annoncé, dire non à la décision de radiation de la liste électorale de son président Tidjane Thiam. Trop, c'est trop! On est fatigué! Tidjane Thiam, c'est lui seul qui va nous sauver. Et nous les femmes PDCI de Côte d'Ivoire, c'est Tidjane Thiam ou rien! Il n'y a pas de plan B, c'est les femmes qui vont libérer ce pays. Sans Tidjane Thiam, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous pousser à la faute, mais nous on ne fera pas comme eux. Nous on va leur montrer que nous sommes des gens civilisés. Ils sont restés dans la dynamique de la violence, avec les fusils, avec les machettes et avec des gourriers. Toko Tchaka, la CEI va inscrire le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. On n'a pas peur. Donnez notre patrie. On n'a pas peur.
de donner notre poitrine. On n'a pas peur. De nous mettre debout. On n'a pas peur. Moi je suis de la diaspora, je vous dis qu'il y a des circonstances qui vous amènent à faire ces genres de choses. Et quand vous revenez dans votre pays pour rendre ce que vous avez appris, on vous dit non, vous ne pouvez pas. Même si le pari de la mobilisation n'a pas été gagné, les militants du vieux parti, qui jadis qualifiés d'enfants gâtés de la République, auront eu le mérite de sortir des salons feutrés pour prendre d'assaut les rues. L'absence de Tidiane Thiam au pays depuis 1 mois maintenant commence à inquiéter. Selon certaines indiscrétions, il n'aurait plus de passeport ou encore serait empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Merci Gobia Yabi. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix et de développement avec les États-Unis. Ils vont signer un accord en principe ce vendredi selon l'agence Reuters. Il intervient cet accord alors que les États-Unis négocient pour investir des milliards de dollars en République démocratique du Congo. Georges Détché-Diop. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'efforcent de mettre fin aux violences après une avancée des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC. L'accord en question devrait être signé par les ministre des Affaires étrangères des deux pays lors d'une cérémonie avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Une source diplomatique de l'agence Reuters a déclaré que cet accord vise à favoriser une voie vers la paix, la stabilité et le développement intégré dans l'est de la RDC. Mais il s'agit également de la reprise des relations bilatérales normales. Une autre source informée de l'accord a déclaré que celui-ci visait à renforcer la confiance des investisseurs. Selon le journal Le Monde, l'accord revient à une déclaration de principe des objectifs très larges auxquels il faudra travailler. Les deux parties vont finaliser les détails dans les mois à venir et là peut-être qu'un accord de paix sera signé selon la même source du journal. Et en Tunisie, de nouveaux camps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été démantelés. L'agence France Presse informe que des unités de la garde nationale ont mis le feu aux tentes dans ces camps. Plus de 2000 personnes en situation irrégulière ont dû quitter les lieux. Selon le porte-parole de la garde nationale, 800 personnes ont aussi été évacuées d'un deuxième camp. La Tunisie a décidé de ne plus être une terre d'installation ou de transit pour les migrants illégaux, a dit encore le porte-parole de la garde nationale. Et puis avant de vous quitter, Boubacar, un mot sur la guerre au Soudan. Le Royaume-Uni dénonce ce matin un nettoyage ethnique au Darfour. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, estime que ce qui s'y passe pourrait constituer des crimes contre l'humanité, surtout dans la ville d'El Fasher, à l'ouest du Soudan, pays en guerre depuis le 15 avril 2023. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et dans quelques instants, dans Point de vue, nous allons faire le bilan de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Vous le savez, aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de lutte contre cette maladie partout dans le monde. RFM Sport. Et c'est l'heure d'accueillir Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Diagne. Bonjour à vous, Boubacar Diagne. D'abord, le championnat d'Afrique scolaire de football. Le Sénégal joue tout à l'heure pour une place en finale. Oui, match prévu à partir de 14h et ce sera contre l'Ouganda. Les protégés d'Ousmane Diop ont démarré leur campagne par un match nul contre la Tanzanie, 0 but partout, avant de prier face à la RDC. Et puis, avant de prier, contre la RDC sur le score de 3-0, ils ont ensuite assuré leur qualification avec un dernier match qui s'est joué hier contre la Côte d'Ivoire, 0 but partout. Nous avons joint l'entraîneur de l'équipe U15 du Sénégal au Ghana, où il se trouve à Accra, précisément la capitale. On a fait 3 matchs avec une victoire et 2 matchs nuls. On termine première du groupe, qui est une très bonne chose. Du coup, on se prépare pour les demi-finales. Inch'Allah contre l'Ouganda
14h et notre objectif reste le même, c'est essayer de tout mettre de notre côté, mettre tous les atouts de notre côté pour et tout faire pour gagner ce match et qualifier pour la finale, Inch'Allah. Et les gamins sont gonflés en bloc et sont très motivés et sont prêts à tout donner, absolument tout pour gagner ce match et se qualifier pour la première fois à une finale de CAN scolaire. Voilà donc attendu tout à l'heure à partir de 14h la demi-finale, match de demi-finale plutôt, entre le Sénégal et l'équipe de l'Ouganda pour ce tournoi réservé aux moins de 15 ans. Nous parlons toujours football, mais cette fois-ci avec la Coupe de la Ligue qui est à l'étape des 8e de finale. Cette nouvelle retrouvaille de la Ligue sénégalaise de football professionnel réservée aux moins de 20 ans. Il faudra noter que le tirage au sort a été effectué ce matin. Les oppositions s'établissent comme suit. Djambar Walidan, Agile de Rufisque jouera contre Esamaï FC. La Linguère de Saint-Louis jouera contre l'équipe d'AS Pikine. Le Casa Sport de Ziguinchor va croiser le fer avec l'équipe de la Sonacos de Diourbel. AS Douane Génération Foot est prévu, tout comme Diamono de Fatigue contre Étoile du Sud-Annan. GFC jouera contre l'équipe de Dakar Sacré-Cœur et puis la Renaissance sportive de Yoff sera opposée à la formation de l'Union sportive de Gorée. Boubacar. Basketball à présent, début demain à Dakar de la conférence Sahara de la BL. Justement, l'ASC Ville de Dakar qui représente le Sénégal se retrouve dans le même groupe que le champion en titre, à savoir Petro de Luanda de l'Angola, US Monastir de la Tunisie qui a triomphé en 2022, ainsi que l'équipe capverdienne de Crystal Star qui fait également ses débuts dans cette compétition. L'ASC Ville de Dakar affronte la championne de l'édition 2022, l'US Monastir, pour son entrée en lice dans cette saison 5 de la conférence Sahara. L'entraîneur Libas Faye compte s'appuyer sur ses joueurs expérimentés pour faire face à l'équipe tunisienne. Nous allons jouer dans un autre environnement. Marius Ndiaye n'est pas arena. Dans notre effectif, nous comptons pas mal de joueurs qui ont eu ce vécu-là. En l'occurrence, les 4 joueurs dont tu vous as parlé, qui ont eu à faire pratiquement toutes les balles. Ces 4-là, pour vraiment tirer en fait l'équipe, pour nous permettre aussi vraiment de traverser un peu cet obstacle-là. Mais il faut compter aussi avec nos joueurs parce que aussi nous avons 4 joueurs en dehors de ces joueurs donc qui ont déjà participé à la balle. Son homologue de l'US Monastir s'attend à un match difficile vu les joueurs de l'équipe adverse. Walid Zrida. On a une idée parce qu'on connaît bien normalement les joueurs plus importants. Majok, il a gagné la balle avec Monastir, il a joué avec nous l'année dernière. Will Perry, Aruna et quelques joueurs sénégalais avec des grandes qualités. Donc on connaît bien ces joueurs et on base notre préparation en ça. Mais c'est sûr avec le soutien du public, ils sont bien sûr très motivés pour cet événement. Donc ça sera un match très très difficile. Sur ce, l'entraîneur de l'ASC Ville de Dakar pense utiliser intelligemment ces nouvelles recrues. Parce qu'avec les professionnels, il y a une autre manière de les gérer. Vous mettez le squelette tout simplement et vous les laissez évoluer. Quand vous cherchez à les mettre des erreurs dans ce qu'ils doivent faire, donc ils sont très frustrés. Heureusement, je l'ai appris très vite. Je me suis vraiment adapté. Avec une bonne cohésion dans le groupe, l'ASC Ville de Dakar compte sur cet esprit collectif pour bien entamer sa campagne. Donc, Cheikh Tidiane Diagne, c'était à l'instant de Thiam. Et pour terminer, le championnat d'Afrique paralympique. Oui, ils sont 13 lions à prendre part à ces championnats paralympiques d'athlétisme de Marrakech. Il s'agit bien entendu de la 9e édition du Grand Prix, prévue à compter du 24 et cela jusqu'au 26 avril prochain. Yorognan est le chef de délégation. Nous l'avons rejoint ce matin. Les lions du para-athlétisme sont bien arrivés à Marrakech ce 20 avril pour participer à la 9e édition du Grand Prix para-athlétisme de Marrakech. Une compétition qualificative aux prochains championnats du monde, aux prochains Jeux africains paralympiques, mais aussi qui sera déterminant à la qualification des Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. Le Sénégal est venu avec une délégation de 13 athlètes avec le staff technique, administratif et médical. Les compétitions ont débuté depuis hier et vont continuer jusqu'au 26. Les Lions vont quitter Marrakech ce dimanche pour retourner à Dakar. En tout cas, ils sont confiants. Ils sont confiants, ils ont gagné beaucoup d'expérience entre les compétitions passées. Ils sont motivés à relever les défis. À vous, j'allais dire Suleiman, putain, à vous, Bakardia, pour la suite du journal. Merci, Cheikh Tidiane Diagne, et à tout à l'heure. RFM. La radio de toute l'actualité. Le dossier du jour après l'invalidation de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Amnesty International section Sénégal a promis d'assister les victimes pour obtenir justice.
Mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle? La démarche ne risque-t-elle pas d'être entravée par une absence de preuves? Élément de réponse, Mohamed Ali Mouba. Les victimes de torture, de crimes de sang et autres traitements inhumains et dégradants peuvent porter plainte et demander un procès. Ces infractions étant imprescriptibles ne sont pas couvertes par la loi d'amnistie votée en 2024. Le cas échéant, le procureur de la République pourrait déclencher l'action publique et confier les enquêtes à des juges d'instruction, comme le demande d'ailleurs Amnesty International section Sénégal. Mais selon une source qui a requis l'anonymat, très rapidement, les enquêtes pourraient buter sur la matérialité ou l'imputabilité des faits. Et pour cause, les faits de torture, crimes de sang et autres actes de barbarie se sont produits il y a 2 à 3 ans. Pas sûr que les dossiers soient suffisamment documentés pour engager des poursuites. Pour la matérialité des faits, on le sait, la preuve des actes de torture peut être difficile à recueillir, particulièrement après de nombreuses années. L'enquête pourrait aussi avoir des difficultés face à une absence de témoins ou encore l'imputabilité des faits, surtout si les actes ont été perpétrés sous l'autorité ou l'impulsion d'autres personnes dans le cadre d'ordre venu de supérieurs. Reste à savoir comment les juges pourraient réagir face aux poursuites engagées contre les forces de défense et de sécurité qui, on le sait, sont protégées lorsqu'elles agissent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, même si cette protection est limitée. Selon une source, on peut bel et bien engager des enquêtes, mais il ne faudra pas s'attendre à un procès avant 2 ans au moins. La presse du jour, c'est l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Un vent de boycott souffle sur le dialogue politique. Mais avant d'y arriver, relevons tout de suite que le régime se prépare activement à ce rendez-vous. Malgré tout, Cheikh Gueye vient d'être désigné facilitateur général par le président Diomaye qui entend, vous le savez, engager le dialogue sur le système politique avec toutes les franges de la société politique et civile. Vox Populi constate que le président s'est justifié, c'est parce que Cheikh Gueye est présenté comme un membre transpartisan de la société civile, secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, secrétaire permanent du RAZA. Mon choix, dit-il, s'est porté sur votre personne pour superviser et guider ses réflexions en qualité de facilitateur général, a soutenu donc le président. Le journal pointe les termes de référence, les objectifs visés, les résultats attendus. Mais l'AS alerte, pas sûr que l'opposition y participe, alors que le chef de l'État vient de désigner Cheikh Gueye facilitateur général des concertations politiques qui s'ouvrent le 28 mai prochain. L'opposition reste encore silencieuse. Au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, où on réclamait des gages de sincérité du président Faye, la participation au dialogue n'est pas encore arrêtée. L'AS nous apprend que la question a été débattue lors de la réunion du FDR tenue mercredi dernier au siège du Parti socialiste, mais des membres du Front se sont farouchement opposés à toute participation au dialogue. Pas question d'aller participer à un dialogue quelconque pendant que des alliés comme l'APR sont persécutés par le régime. Le journal note que pour le moment, rien n'est arrêté. Toujours est-il que le FDR avait exigé des gages de sincérité avant toute participation. Quid du président Macky Sall, va-t-il y participer? Tribune note ce matin que ça pourrait être un piège tendu contre lui par le palais. Le confrère de s'interroger alors en ces termes, à qui profite ce dialogue tant souhaité? Mais peut-être faudrait-il commencer par se demander si Macky Sall a véritablement donné sa parole sur une éventuelle participation. Le président d'Africa Youth Center, Alioutine, semble faire marche arrière. Du Macky Sall prêt à dialoguer, on passe à Macky Sall n'a pris aucun engagement concernant une éventuelle participation. En attendant, la paire et ses pontes, Farbangom continue par exemple de broyer du noir, toujours dans l'étau de la justice. Le frère du maire des Agnam, Dembangom, vient d'être placé en position de garde à vue lorsqu'il donne la nouvelle note que Ismaël et Birangom sont dans le collimateur du parquet financier. Pendant ce temps, le secteur informel continue de crier son désarroi. Le secteur privé est traumatisé, a dit Adama Lam du CNES. Dans le journal L'Info, il dit que le secteur privé et principalement sa branche d'activité formelle est traumatisé et le mot n'est pas fort du fait de contrôle intempestif et combine qui s'abattent sans beaucoup de discernement sur les entreprises. Ce qui a manqué selon lui, c'est la co-construction d'opportunités entre l'État et une bonne partie du secteur privé avec comme conséquence le clientélisme, le népotisme et surtout une perte de souveraineté dans beaucoup de domaines stratégiques. Parallèlement, l'UNACOIS Diapo
sonne la révolte. Les commerçants ne comprennent pas pourquoi Moustapha Ndiaye est dans la nasse. L'UNACOIS n'a pas du tout apprécié en tout cas l'arrestation de Moustapha Ndiaye, l'un de ses membres dans le cadre du dossier Force Covid-19. L'Union des commerçants dénonce les poursuites contre cet importateur de riz qui a dû consigner 750 millions de francs CFA pour bénéficier d'une liberté provisoire. Commentaire de Sucré Salé du quotidien, c'est le cirque sans le pain. Comme tout pouvoir qui vient de s'installer, le nôtre a commencé par offrir à son peuple les 54%, comme dit Iboufal, le journaliste chroniqueur des jeux au cirque, avec beaucoup de sons des opposants. Un très bon moyen pour distraire de leur frustration les jeunes sans travailler, sans espoir. On sait que cela pourrait tenir les prochaines 4 années, mais après s'interroge le commentateur, est-ce en emprisonnant les commerçants, les employeurs que l'on trouvera du pain pour ces masses endoctrinées? Cela par contre ne durera pas longtemps. À ce moment, une fois sorti du cirque politique, eh bien la plèbe va demander à son César et la suite. Et puis en première page du journal Tribune, la loi interprétative rejetée par le Conseil constitutionnel. Papa Lénian savonne Pastef. Ayez le courage, dit-il, d'affronter la vérité. Dans cette polémique, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Bien au contraire, il faut au fond se féliciter de la décision rendue par les 7 sages. Peut-être qu'une nouvelle ère s'ouvre avec des magistrats indépendants et courageux. Le journal Enquête en profite d'ailleurs pour se pencher sur la justice constitutionnelle. Le confrère note que c'est le Conseil qui maintient le cap. La décision sur la loi interprétative conforte son rôle de gardien de la Constitution. Malgré des limites légales, eh bien les sages défendent la primauté du droit. La future réforme vers une cour constitutionnelle plus forte. Toujours en attente, dit encore le confrère. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? D'un point de vue, nous parlons aujourd'hui du paludisme au Sénégal. Le monde célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Alioune Thiongane. Bonjour, monsieur Thiongane. Oui, bonjour. Vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et nous avons également au bout du fil le professeur Daouda Ndiaye. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour au coordinateur professeur Thiongane et à vos auditeurs de la RFM. Je rappelle que vous êtes le chef du service de parasitologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et nous démarrons donc ce débat avec le professeur Thiongane. Professeur, je le rappelle, vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme et nous aimerions en savoir où en est le Sénégal dans la lutte contre cette maladie. Merci. En fait, le Sénégal, à l'heure où nous sommes, fait partie de ce qu'on appelle les meilleurs élèves concernant la lutte contre le paludisme. Nous sommes sur la bonne voie pour aller vers l'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030, comme commandé par l'Organisation mondiale de la santé, mais également les autorités sanitaires du pays. Alors, concernant la situation épidémiologique, si on compare les données de 2021, on était pour la morbidité autour de 35%. Et en 2021, on est descendu de 35 à 3, voire à 3%. Donc ça, c'est la morbidité. Maintenant, pour la mortalité, en 2001, on était autour de 30%. Et avec l'ensemble des stratégies curatives comme préventives, on est passé donc de 30% de mortalité en 2001 à environ 2% de mortalité en 2021. Pour dire que le Sénégal est vraiment sur la bonne voie et est en train donc de mettre en place tout ce qu'il faut comme stratégie, comme mobilisation des ressources pour que l'objectif d'élimination du paludisme soit atteint d'ici à l'horizon 2030. Et vous l'avez évoqué tantôt, la position de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a montré dernièrement son inquiétude par rapport à la recrudescence des cas dans le monde. Quelle est votre appréciation là-dessus? Oui, alors cette recrudescence concerne aussi le Sénégal, mais avec des proportions beaucoup moins importantes au Sénégal. Cette recrudescence concerne surtout les régions du centre,
notamment la région de Kaffrine, la région de Kaolack et la région de Diourbel, particulièrement au niveau de Touba. Donc, c'est des situations qui sont maîtrisées au niveau local, mais ce qui caractérise en tout cas le faciès épidémiologique, c'est surtout les zones du sud. Au sud, nous avons une prévalence, une incidence très très élevée du paludisme, avec des chiffres qui peuvent aller jusqu'à parfois 500 voire 700 cas par 1000 habitants. Donc c'est surtout cette situation qui nous préoccupe et qui nécessite des interventions particulières, des stratégies particulières pour pouvoir réduire drastiquement cette incidence et aller vers l'élimination d'ici à l'horizon 2030. Merci. Nous parlons donc avec le professeur Daouda Ndiaye. Professeur, je le rappelle, vous êtes le chef du service de parasitologie à l'UCAD. Professeur, avec vous, nous allons parler des tests de diagnostic rapide, qui est un levier sur lequel on peut s'appuyer pour lutter. Est-ce qu'il y a assez d'avancées donc, dans vos recherches concernant ces tests-là? Oui, merci beaucoup. Oui, c'est juste pour encore une fois renforcer avant de venir à votre question, c'est ce que le professeur Tongan disait, dire qu'effectivement qu'il y a une bonne maîtrise du paludisme au niveau national. J'insiste parce que c'est extrêmement important, parce que aujourd'hui, avant encore une fois de venir sur le test, il y a deux problématiques majeures auxquelles le monde est confronté. Et le Sénégal n'est pas exclu de cette situation qui gangrène un peu le monde. La première situation, c'est lié d'abord à la résistance qui apparaît en force en Afrique de l'Est. C'est ça qui explique, comme le disait le professeur Tiangan, pourquoi cette recrudescence est moins sévère, en tout cas notée en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Mais si on ne prend pas garde par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Est, où le nombre de cas sont en train de grimper, j'ai entendu quelque part même un nouveau rapport où on parle d'une sorte d'épidémie en quelques zones de l'Afrique de l'Est, ça ne nous surprend pas parce qu'on a un problème d'efficacité des molécules ACT, qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui sont notées en Afrique de l'Est. Et malheureusement, qui peuvent venir vers le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, on ne le sait pas très bientôt. L'autre maintenant aspect le plus important également, c'est lié au financement. C'est pas pour rien que tout récemment, nous avons alerté le monde, nous avons alerté nos hommes d'État, nous avons alerté nos pays par rapport au recul du gouvernement américain en matière de lutte. Aujourd'hui, les risques secondaires, c'est les risques de déficit budgétaire. Il ne l'a pas dit professeur Tiongan, mais je suis persuadé qu'il sera confronté dans les mois à venir à des problèmes de financement, des soins de santé liés au paludisme ou des interventions, notamment dans le cadre de la SMC, dans le cadre des moustiquaires, parce que l'essentiel des financements revenait du gouvernement américain, et vous l'avez su comme tous, depuis 3 mois, le président Trump avait proposé d'arrêter tout et de voir avant de revenir. Et pour le moment, il n'est pas encore revenu. Et donc, c'est là également un appel envers nos hommes d'État pour dire qu'il faut être vigilant par rapport à ça avant que des choses catastrophiques arrivent. Et maintenant, j'en viens au test de diagnostic rapide. Et là également, c'est une autre problématique qui est majeure. Non seulement, effectivement, il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut être fier de dire que les diagnostics qui sont réalisés dans les structures de santé, que ce soit par la microscopie ou par les tests de diagnostic rapide, sont de bons tests, parce que nous continuons à les évaluer. Je viens de terminer aujourd'hui un cours sur le diagnostic par rapport à une certification OMS. Et le Sénégal, heureusement, est à l'abri pour le moment par rapport à des problèmes d'efficacité du test. Parce que la preuve, nous avons ce qu'on appelle la délétion antigénique ACP2. Cette délétion antigénique, avec l'accompagnement des programmes, nous l'évaluons chaque fois avec nos programmes tels que la Fondation Gates, l'Université Harvard, entre autres. Et nous voyons effectivement que le Sénégal a moins de délétion antigénique de ACP2, qui est un élément capital du test que par rapport aux autres pays. Donc oui, pour le test de diagnostic, non seulement c'est bon actuellement au Sénégal, mais nous continuons des efforts parce que nous proposons une plateforme dynamique qui nous permet de vérifier est-ce que réellement les tests qui sont menés dans les structures de santé par les TDR, les résultats donnés sont de bons résultats. Et au niveau génomique, au niveau de plateformes génomiques très spécialisées, on se rend compte que les résultats qui sont donnés au niveau des structures de santé par le programme et ses partenaires sont d'excellents résultats par rapport à la prise en charge. Merci professeur. Et nous terminons avec le professeur Tiongan. Le thème de cette année, c'est réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs. Rapporté à cela, tout à l'heure, ce qu'a dit le professeur Ndiaye concernant la suspension de l'aide américaine aux pays africains, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Oui, déjà, on n'a pas encore une notification officielle et définitive de cette mesure de suspension. Nous sommes
toujours dans l'attente, mais toujours est-il que le Sénégal n'a pas attendu n'a pas beaucoup attendu pour prendre les décisions qu'il faut. Dès le début de l'annonce de cette nouvelle, le ministère de la Santé a mis en place un comité stratégique qui s'était chargé de mettre en place la cartographie déjà financière de l'aide américaine et de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions alternatives. Donc, c'est ce que le ministère est en train, en tout cas, de faire depuis le début. Et je pense que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, vous verrez donc les résultats de cet important travail. Mais c'est vrai que l'inquiétude est là. On ne sait pas ce qui va se passer après les 90 jours. Mais nous profitons de cette occasion pour vraiment lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, nationaux comme international, de se mobiliser davantage pour en tout cas mettre en place donc des mécanismes de financement alternatifs mais surtout durables et incluant le financement endogène pour pouvoir prendre en charge les problèmes de santé en général, mais surtout la lutte contre le paludisme en particulier. Merci beaucoup, professeur Aliou Thiongane. Je le rappelle, vous êtes le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Nous étions également avec le professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était Point de vue. Nous parlions du paludisme au Sénégal à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Était devant ce micro pour la présentation de ce journal Boubacar Dieng, production Abdou Thiam, à la mise en onde et au service digital Abdoul Khadr Kaderlo, et à la réalisation et la coordination de cette édition Mama Soukan que nous remercions. À 13h, vous serez avec Salimata Awa pour le journal en Wolof, mais avant cela, la page pub avec le service commercial.